Avez-vous déjà rêvé d'être seul au monde ? Je vous parle pas ici d'une petite retraite bucolique à la campagne, mais bien d'être littéralement le seul humain sur Terre. Imaginez, vous vous réveillez un beau jour, il n'y a plus personne dans la rue. Suite à un phénomène inexplicable, vous disposez désormais du monde entier pour vous tout seul. Les possibilités sont immenses. Vous pouvez maintenant faire vos courses et mettre absolument tout ce que vous voulez dans votre caddie. Vous pouvez entrer partout, faire du bowling avec des voitures, courir tout nu dans la rue, faire un karaoké à l'opéra si ça vous chante. Plus de travail à faire, plus de responsabilités, plus personne pour vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire, plus personne pour... ouais. Mais du coup, qui gère les infrastructures ? Comment produire de l'électricité ? Combien de temps avant que vous finissiez dans l'estomac d'une meute de chiens ? C'est exactement ce genre de scénario très joyeux auquel il m'arrive de penser sous la douche ou sur le siège des toilettes. Vous inquiétez pas, je prends mes médicaments tous les jours. Bref, aujourd'hui, je vous livre mes réflexions sur ce scénario dont le personnage principal sera vous. Chers abonnés spectateurs, le seul humain ayant échappé à une mystérieuse grande disparition. Si l'humanité s'évapore, quelles seront les conséquences sur le monde après quelques jours, quelques mois ? Quelles seront les conséquences pour vous ? Tout ça et bien plus dans cette vidéo. Mais si tout le monde disparaît, eh bien vous allez avoir beaucoup de temps pour vous. Perso, ce que j'aime faire quand je m'ennuie, c'est lire un bon livre. Et ça tombe bien parce que récemment, j'en ai lu un qui m'a bien plu et dont l'auteur sponsorise cette vidéo. Il s'agit de la série de romans Bloodium, écrite par W.H. Lornell. L'histoire, c'est Léo, un type comme vous et moi qui, à la suite d'une expérience, se retrouve transporté dans le corps d'un autre, au cœur des 5 vallées, un territoire ancien dominé par des guerriers utilisant des armes en Bloodium, un métal légendaire conférant des pouvoirs extraordinaires. Mais les 5 vallées sont menacées d'invasion par un puissant voisin que Léo et ses nouveaux compagnons vont devoir affronter. Alors d'une, je suis ravi de faire de la pub à un auteur, un créatif comme moi, mais en plus j'ai vraiment apprécié les 2 bouquins qui sont déjà sortis. D'abord l'auteur mélange les genres, science-fiction, fantastique, action-aventure. Ensuite j'ai trouvé le récit dynamique, il y a plein de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les événements s'enchaînent et l'histoire est assez intéressante pour qu'on ait envie d'en voir la fin. C'est bien écrit, c'est facile à lire, les concepts présentés sont bien trouvés et surtout l'univers est cohérent. 2 tomes sont sortis à ce jour, disponibles sur Amazon, avec le 3e qui paraîtra en mai 2026. La version audio du tome 1 devrait aussi sortir le mois prochain, donc si vous cherchez un livre avec une bonne histoire, un bon univers et dont les pages se tournent toutes seules, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous le procurer. Et sur ce, chers abonnés et spectateurs, je vous embarque dans un scénario de fiction où toute l'humanité a disparu. Je vous recommande vivement, si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre ma communauté podcast, Alteris, c'est dispo sur Spotify, Deezer, Apple, mais aussi à la fin du scénario, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serait vous, votre plan, qu'est-ce que vous feriez dans une situation pareille. Ça m'intéresse, je me demande si je suis la seule personne à me poser ces questions-là. Et pour l'instant, vous ne vous doutez de rien encore, car vous dormez. Vous dormez bien tranquillement, vous dormez dans votre lit. Cette nuit, vos rêves sont tranquilles. Pour la première fois depuis que vous avez posé vos valises dans cette ville moyenne de province, près des montagnes. L'opportunité professionnelle qu'on vous a présentée était trop belle. Vous n'avez pas pu refuser, même si pour ça vous aviez dû déménager. Seulement tout est trop calme ici. Le cadre est magnifique, mais la vie est lente. Les locaux ne sont pas pressés de devenir vos amis. Beaucoup d'entre eux sont vieux et semblent se complaire dans leur solitude. Vous savez qu'en haut des montagnes qui entourent la ville vivent des paysans et des bergers qui restent isolés parfois pendant des mois. Être seul ne semble pas leur poser problème, mais vous, ça vous pèse. On s'emmerde ici, finalement, il ne s'y passe jamais rien. Et c'est pour ça que vous ne réalisez pas vraiment ce qu'il se passe lorsque vous entendez une immense explosion. Vous sortez de votre lit. Depuis la fenêtre, vous n'apercevez pas grand-chose, si ce n'est la rue complètement déserte. Vous décidez de retourner vous coucher. Il commence à faire sacrément chaud. Ces températures ne sont pas normales dans la ville où vous vous trouvez, une seule explication. Un incendie. Le bâtiment juste en face de vous est en train de se consumer dans les flammes. Un incendie juste à côté de chez vous, vous n'en croyez pas vos yeux. Vous vous habillez en vitesse, vous sortez dans la rue et vous vous mettez à courir le plus vite possible, à toute vitesse, paniqué par le feu. Vous finissez par arriver dans le petit parc à côté de chez vous, en haut d'une colline. Vous y serez en sécurité. La panique reflue. Vous vous arrêtez. Vous vous rendez compte que vous n'avez croisé absolument personne. Du haut de la colline, vous voyez que le petit pâté de maison à côté de votre appartement est la proie des flammes. Des flammes qui semblent provenir d'une immense carcasse d'avion. L'explosion qui vous a réveillé, celle qui a déclenché l'incendie, c'était tout simplement un avion qui s'est craché sur votre ville. Le genre de choses qui n'arrivent que dans les films. Il fait frais. Le feu semble diminuer et arrive à court de combustible. L'étrangeté de la situation vous saute alors aux yeux. Malgré l'incendie, personne n'est sorti dans la rue. Pas un seul pompier à l'horizon, pas une seule sirène. C'est certainement le réveil le plus cauchemardesque de votre vie. Il n'y a plus Anne qui vive dans votre ville.
Vous avez fouillé partout en commençant par votre voisinage. Vous avez toqué à toutes les portes, regardé par les fenêtres. Vous avez marché jusqu'à la rue principale et même pris le vélo jusqu'à la bretelle d'autoroute. Vous n'y avez trouvé qu'un silence oppressant. Et plusieurs voitures abandonnées, certaines en plein milieu de la route, la plupart dans le décor, comme si leur conducteur avait brusquement disparu. Vous avez essayé de crier depuis votre balcon. En désespoir de cause, vous avez même forcé la porte d'un appartement dont la lumière était allumée. Vous y avez trouvé un robinet qui coule et un lit défait. L'hôpital, en temps normal totalement engorgé, est plongé dans une pénombre silencieuse. Dans la salle d'attente des urgences, des sacs, des poussettes abandonnées, comme si tout le monde avait dû soudainement décamper. Les pompiers ont eux aussi déserté leur caserne, ce qui explique leur absence pendant l'incendie. Vous avez tenté de joindre les secours, vos amis, votre famille, personne ne répond. Et sur les réseaux sociaux, vos fils d'actualité sont figés sur les mêmes posts. Vous savez que ce n'est pas normal, Internet ne dort jamais. Il s'est passé quelque chose de grave. Vous vous croyez dans un mauvais rêve, mais les heures passent. Vous ne vous réveillez pas. Quelle pourrait être l'explication logique? Tout le monde avait dû fuir en pleine nuit suite au crash d'avion. Vous ne voyez rien d'autre, mais ça ne colle pas. Les portes des habitations sont toutes fermées, les voitures sont toujours là, et ponctuellement vous entendez des aboiements. Dans une situation pareille, la panique aurait laissé des traces. Vous aurez réveillé, et puis les gens ne seraient pas partis sur leurs animaux de compagnie, n'est-ce pas? Les gens sont partis à pied, peut-être, en silence, mais pourquoi, vers où? Après une journée entière de recherche infructueuse, après des centaines d'appels et des heures passées à chercher des chats actifs sur le web, vous vous rendez à l'évidence. Pour une raison qui vous échappe complètement, il semblerait que tous les habitants de votre ville ont disparu. Tout le monde s'est évaporé. Tout le monde, sauf vous. Heureusement pour vous, l'incendie causé par l'avion accidenté avait fini par s'éteindre de lui-même, s'épuisant contre les bâtiments en pierre de cette ville moyenne de montagne. Une semaine est passée. Vous nagez dans un brouillard d'angoisse et de déni. Vous n'arrivez pas encore à accepter la réalité des choses. Vous avez à peine dormi et continuez à chercher des traces de vie de plus en plus loin. Les feux tricolores, les panneaux des arrêts de bus ou de la mairie, l'éclairage public fonctionne. Vous êtes passé devant des trains abandonnés en pleine voie. Vous avez visité des maisons de retraite, des hôtels, des appartements. Vous êtes grimpé sur des toits, vous avez crié partout, appelant vos congénères, hurlant votre solitude et votre incompréhension. Vous vous sentez prisonnier d'un décor de théâtre, errant au milieu d'une scène dont vous êtes le seul acteur. Les systèmes automatiques de votre ville ont continué à fonctionner pendant quelques jours. Puis les lumières se sont éteintes. L'eau qui sort encore du robinet, un mince filet, avait un goût franchement dégoûtant. La batterie de votre téléphone s'était vidée. La dernière fois que vous êtes allé sur Internet, tous les articles d'actualité étaient vieux de 4 jours. Au coucher du soleil, des centaines d'animaux domestiques enfermés dans les maisons, abandonnés par leurs maîtres, s'étaient mis à hurler, tiraillés par la faim. Cette cacophonie vous empêche de dormir. Vous aimeriez les aider, ces chiens, ces chats coincés dans des centaines d'appartements et de maisons, mais vous savez bien que vous n'en êtes pas capable. Les gens ont disparu la nuit, toutes les portes, les volets sont fermés. Il vous faudrait des semaines, des mois pour tous les libérer. Et puis qu'alliez-vous bien pouvoir faire? Trouver à manger pour des centaines d'animaux affamés, vous arrivez à peine à vous gérer vous-même. Vous espérez encore au fond que ce n'est qu'une mauvaise farce, que les autres vont revenir. Vous sombrez pendant un temps indéterminé, vous dormez longtemps d'un sommeil sans rêve. À nouveau, vous avez été réveillé par une explosion. Vous ne savez pas exactement ce qui l'a causé, mais vous vous en doutez. Une semaine après la disparition, vous avez constaté que certaines infrastructures commencent à lâcher. Les défaillances s'accumulent, un transformateur électrique disjoncte, une mini-fuite de gaz. Cette explosion n'est sûrement que la première d'une longue série. Le bruit vous force à sortir de la panique de ces derniers jours pour penser un peu plus long terme. Le supermarché où vous avez fait vos courses n'est plus alimenté en électricité, tout ce qui est dans les frigos va pourrir. Vous n'avez plus d'eau courante et vous survivez avec des bouteilles d'eau minérale. La précarité de votre situation vous saute aux yeux. Et s'il fallait en croire à l'absence d'émissions radio, de postes sur Internet, l'absence de secours, il est probable que cette disparition soit générale. Il est temps de passer en mode survie. La pluie tombe maintenant depuis plusieurs heures. Depuis la terrasse couverte de votre nouvelle maison, vous observez votre dernière réalisation. Un immense message en peinture rouge sur un panneau routier, un appel à l'aide. La peinture n'a même pas eu le temps de sécher et dégouline maintenant de longs filets rouges sur une route que la végétation commence doucement à recouvrir.
Des messages comme ça, vous en avez laissé des dizaines tout autour de la ville, dans l'espoir qu'un éventuel survivant vous trouve. Après la première semaine, les animaux domestiques, qui n'étaient pas morts de faim ou de soif, erraient maintenant dans les rues, retournant progressivement à l'état sauvage. Vous avez vite déménagé. Votre appartement vous paraissait trop petit, trop oppressant, et puis vous n'aviez que l'embarras du choix. Vous logez désormais dans un robuste chalet montagnard en pierre, construit pour durer, en périphérie de la ville. 5 chambres, 4 salles de bain luxueuses mais inutilisables, une cave, un home cinéma et même une salle pour jouer au billard. Le plus beau logement du quartier est à vous. Les anciens propriétaires ne vous en voudront pas. Vous ne craignez plus d'être réveillé par un incendie. Une pluie abondante est tombée sur la ville. Mais un autre problème est vite apparu. Sans personne pour faciliter l'écoulement de l'eau, les égouts se sont vite bouchés et ont débordé dans plusieurs rues. Une partie de la ville a brûlé, à cause du crash d'avion et des fuites de gaz. Une autre partie est presque entièrement inondée. Vous ne pouvez désormais plus aller où vous voulez sans vous préparer comme pour une expédition. Malgré tout, vous avez eu le temps de vous constituer d'abondantes réserves en pillant le supermarché. Vous avez rempli des caddies et masques sur le nez à cause de l'odeur abominable de viande et de légumes pourris. Vous avez transporté tout un assortiment de nourriture en conserve, riz, pâtes, eau en bouteille, savon, brosse à dents, mais aussi pansements, désinfectants, antibiotiques. Vous vous êtes vite rappelé, après être tombé malade en buvant de l'eau du robinet, qu'il n'y a plus d'hôpitaux, plus personne pour vous diagnostiquer, vous soigner. La moindre infection est désormais mortelle. La violente diarrhée que vous venez d'avoir vous a laissé très affaibli. Marcher dans la rue est d'autant plus dangereux que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Une mauvaise chute, une glissade, un clou rouillé, un toit qui s'effondre. Que se passerait-il si un barrage venait à céder? Quid des usines chimiques, des centrales nucléaires? Est-ce qu'elles explosent? Est-ce qu'elles sont suffisamment sécurisées? Elles polluent juste leur alentour? Ou alors le pays entier allait devenir inhabitable dans les prochains mois? Lorsque vous observez l'horizon, vous voyez des feux gigantesques déchirer la nuit, en voyant une quantité invraisemblable de cendres dans l'atmosphère. Vous vous réveillez parfois avec la gorge sèche, les yeux qui piquent. Vous vous doutez que les incendies vont ravager les villes et les campagnes pendant des semaines, voire des mois. Parfois, vous vous surprenez à chercher votre portable dans votre poche. Sans Internet, vous devez maintenant compter sur vos sens et votre cerveau. Vous ne pouvez plus demander à Google ou ChatGPT. Vous devez sans cesse vous questionner et peser le pour et le contre de chaque décision. Est-ce que c'est mangeable, buvable? Suis-je déjà passé par là? Comment me rendre à cet endroit? Comment trouver telle chose? Quels médicaments prendre? Comment jauger tel ou tel risque? Vous avez été habitué à déléguer votre pensée et vos efforts à des machines. Vous manquez cruellement de débrouillardise. Et dans une situation comme celle-ci, la moindre erreur peut être mortelle. La solitude commence sérieusement à vous peser. Vous vous parlez tout seul. C'est fou à quel point vous avez vite pris cette habitude. Ça doit être votre cerveau qui essaie de ne pas devenir fou. Vous avez mis en place des routines. Lever tôt, repas de conserve, lecture de bouquins utiles, exploration de maisons abandonnées, collecte de ressources, tentative bancale de bricolage improvisé. Vous avez constitué des réserves impressionnantes dans le chalet. Vous avez à manger pour au moins 2 ans. Vous trompez l'ennui comme vous le pouvez. Un mois passe. Toujours personne. Le vent dans les structures abandonnées produit des bruits étranges et fantastiques. Partout, la végétation reprend ses droits, des plantes poussent au beau milieu de la route, envahissent progressivement les jardins et les habitations. À l'intérieur de celles-ci, aucune surprise. Des cadavres d'animaux, des photos de famille, un verre lâché, une porte entr'ouverte, une trace de main sur la vitre. Il y avait des humains ici avant, maintenant, il n'y a plus que vous. Vous revenez dans la même rue, vous jurez que ce n'est pas la même. Une odeur de pourriture règne en permanence. Vous savez que les élevages de bétail autour de la ville sont devenus de véritables charniers. Sans humains, les vaches, les porcs et les moutons enfermés ont des chances de survie très minimales. Vous n'osez pas vous en approcher. Vous avez fini par trouver un vieux groupe électrogène. Vous avez maintenant de la lumière le soir et vous pouvez écouter un peu de musique, faire fonctionner le home cinéma. Vous arrêtez rapidement de regarder des films. Voir d'autres humains sur grand écran, ça vous fait bizarre, ça vous rend triste. Chaque jour qui passe est un calvaire. Un aboiement vous réveille. Devant votre porte, un chien, assis sagement, vous regarde sans animosité. Il a le poil long et soyeux, il a l'air en bonne santé. Il vous lèche la main lorsque vous le nourrissez. Vous aviez oublié à quel point la compagnie, n'importe quelle compagnie, vous manquait. Ce chien, si gentil, si amical, réveille quelque chose en vous. Vous ne pouvez pas vous laisser aller comme ça, vous ne pouvez pas abandonner, pas avant d'être sûr et certain que vous êtes la dernière personne sur Terre. L'air est plus pur maintenant, les grands incendies sont presque terminés. Vous chargez une voiture de provisions. Vous
Vous embarquez tout le nécessaire, eau, nourriture, trousse de secours, un pot de peinture pour laisser des messages, un pistolet retrouvé au commissariat pour les bêtes sauvages, un vélo. Vous barricadez votre maison avec des planches, au cas où un animal sauvage se mettrait en tête de la fouiller. Le chien vous regarde faire sagement. Vous décidez de l'embarquer avec vous. Même s'il a l'air en très bonne santé, il sera mieux avec un humain que tout seul. Et puis, ça vous fera de la compagnie. Votre nouvel ami se montre un peu rétif, mais finit par monter sur le siège passager. Vous commencez à conduire vers le nord. Vous défoncez la barrière du péage en la remarquant à peine et vous vous engagez sur l'autoroute. Au loin, haut dans les montagnes, un reflet furtif mouvant capte votre regard. Vous vous êtes rappelé que la beauté de ce monde est presque insultante. Sans les lumières de la civilisation, le ciel se pare d'étoiles. La Voie lactée illumine une terre désertée par ses habitants. Lors de votre périple, vous vous arrêtez souvent sur le bord de la route pour contempler un coucher de soleil. Un paysage rendu à la nature, un cerf majestueux qui traverse tranquillement l'avenue principale d'une ville. Les oiseaux nichent dans le moindre bâtiment. Vous pouvez apercevoir des sangliers, des hérissons, des chevreuils se balader en pleine ville. Près des agglomérations, les grands axes sont encombrés de véhicules. Heureusement que la disparition a eu lieu pendant la nuit. Vous pouvez tout de même avancer en slalomant. Vous trouvez à manger sur la route, dans des maisons, des stations-service, des restaurants. Vous pourriez vendre un bras pour manger une salade ou des légumes frais. En vous aidant d'une vieille carte papier, vous évitez les zones industrielles et les centrales nucléaires comme la peste. Dans les campagnes, le bétail est presque entièrement mort. D'étranges effluves, inconnus, nauséabonds, heurtent vos narines. Vous devez sans cesse faire des détours, routes non praticables, tunnels inondés, la voiture n'est pas l'idéal, d'autant plus que le moteur s'encrasse. Après 2 semaines de route à un rythme désespérément lent, vous décidez de continuer votre périple à vélo. Votre chien court à côté ou se repose dans la petite remorque que vous traînez derrière vous. Cet animal est votre seule source de joie. Vous pédalez, pendant des jours, des semaines. Ce que vous voyez et ce que vous faites est flou. Vous vous rappelez avoir visité des endroits magnifiques, irréels. Vous pouvez tout casser si vous le souhaitez, porter les vêtements que vous voulez. Chaque monument devient visitable à votre convenance. Vous en profitez pour aller voir un maximum de choses. Vous grimpez dans les zones interdites, vous vous faufilez dans d'étroits passages, en coulisses, des musées, bâtiments officiels, casernes, villas, châteaux. Vous retournez à des endroits que vous connaissez, dans des maisons d'amis, de famille. Toutes sont vides. Vous pédalez chaque jour, assistant à la lente dégradation de la civilisation. Vous aussi, vous vous dégradez. Vous parlez à voix haute, tout seul, vous parlez à votre chien beaucoup. Vous ne portez plus qu'une attention anecdotique à votre apparence, vous mangez par terre, parfois avec les mains. L'autre jour, vous avez parlé pendant 1 heure à un mannequin de magasin. Vos pensées sont simples. Vous regrettez d'avoir pris un pistolet avec vous. Il est utile pour faire peur aux chiens errants, de plus en plus agressifs, mais il vous arrive de regarder cette arme d'un peu trop près lorsque le désespoir s'installe, le soir près du feu. Le chien est un naturel joyeux, sociable, mais il a ses épisodes lui aussi. Il tente parfois de revenir sur ses pas, vous devez le porter ou le remorquer, et vous refusez de l'abandonner. Vous paniquez s'il disparaît plus d'1 minute de votre vue. Vous comprenez qu'il n'aime pas trop voyager et peut-être qu'il veut rentrer à la maison. Les jours se confondent. Vous oubliez des choses, plein de choses, mais il y a un événement important dont vous devez vous souvenir. Absolument, c'est important. Ah oui, vous n'êtes pas seul. Vous avez fini par trouver quelqu'un d'autre, une femme. Pas de bol. Cette personne est morte. Un accident, visiblement. Elle avait glissé dans une cavité dont elle n'avait pas pu sortir il y a de ça quelques semaines, s'il fallait en croire l'état du corps. Sa mort a dû être horrible. Elle a dû agoniser seule pendant des jours, persuadée de mourir dans une indifférence totale. La seule personne que vous avez trouvée est morte. Mais paradoxalement, vous regagnez espoir. Elle n'avait pas disparu avec les autres. Il y avait peut-être d'autres survivants. L'hiver arrive. Vous n'auriez jamais pensé avoir aussi froid un jour, plus de chauffage. Vous dormez dans des appartements mal isolés, aux toits croulants, aux murs gonflés par l'humidité. Vous avez récupéré de l'équipement dans un magasin de camping, mais vos conditions de vie sont très rudes. Sans les autres humains, ce monde est hostile, infiniment hostile. Le terrain est traître, la nature a repris ses droits, s'infiltre absolument partout. La météo est votre ennemi, la moindre pluie transforme les chemins en boue. Vous n'auriez jamais pensé que le déclin soit aussi rapide, quelques mois tout au plus. On suffit.
Les bâtiments qui n'ont pas brûlé tiennent debout, mais à cause du froid, de l'humidité, la plupart des canalisations ont éclaté. Les murs sont couverts de moisissures, les toits commencent à s'effondrer. Les animaux que vous croisez ne vous craignent plus. Si la neige tombe, il vous sera impossible de continuer à voyager. Après des mois d'une errance floue, vous décidez de revenir dans votre ville près des montagnes. Le grand chalet que vous avez investi est construit pour supporter l'hiver. Il y a une cheminée, vous y avez des provisions, des livres, vous connaissez les alentours. Vous avez déjà trouvé un corps. Vous trouverez certainement quelqu'un d'autre après l'hiver. Vous le dites à votre chien. Il a l'air content de votre décision. Le voyage de retour, qui devait prendre 2 semaines, a finalement duré 1 mois entier. Vous avez failli mourir à plusieurs reprises de froid, renversé par un sanglier, en tombant dans une crevasse comme la malheureuse que vous avez découverte. Vous y pensez constamment. Que se passerait-il si vous mouriez? Personne pour vous sauver, votre corps dans la neige, sans personne pour l'enterrer. Votre chien, votre fidèle chien, si content d'être revenu, qui agite gaiement sa queue, lui veillera sur vous. Sa présence vous soulage. Au moins un être se souviendra de votre passage sur Terre. Ou peut-être 2, s'il fallait en croire l'état de votre chalet. Quelqu'un est rentré pendant votre absence. L'intrus ne s'est pas contenté d'une simple visite. Il s'est installé pendant quelques jours, il a déplacé la table, il a même dormi dans votre lit. Il a fouiné dans votre garde-manger, la moitié des conserves ont disparu. Il vous a laissé un message sur le mur en lettres rouges dégoulinantes. Le chien va bien? Vous reculez d'un pas en découvrant l'inscription. Aïe, derrière vous, la planche que vous aviez clouée à la porte, elle est posée n'importe comment sur un meuble. Vous venez de vous empaler sur un des clous. C'est ce type qui l'a posée ici. Comment sait-il que vous avez un chien? Il vous a sûrement observé. Pourquoi ne vous a-t-il pas contacté avant? Pourquoi a-t-il forcé votre porte? Comme en réponse à votre inquiétude, votre chien couine légèrement. Il semble mal à l'aise, regarde autour de lui et renifle. Vous essayez de le rassurer, mais vous vous fiez à son instinct animal. Quelque chose cloche dans le comportement de ce visiteur, vous le savez. Il se peut que vous ne soyez peut-être plus seul dans votre ville. Cela fait 2 semaines que vous êtes rentré. La petite blessure du clou s'est infectée, vous avez mal partout dans votre bras. Vous avez désinfecté, pansé, pris des antibiotiques, mais votre état de faiblesse, le froid, votre régime de conserve, prise dans votre réserve, ne permettent pas une récupération complète. Vous vous réchauffez tant bien que mal en faisant du feu avec du bois humide. Mais vous dormez mal, vous vous sentez faible, vous avez du mal à respirer, vous avez des cernes abominables, la langue pâteuse et vous puez de la gueule. Chaque sortie devient une épreuve rendue d'autant plus stressante que vous savez maintenant que vous n'êtes pas seul. La porte forcée, le message sur le mur, le clou, votre blessure, vous y repensez sans cesse. Votre chien est constamment sur le qui-vive. Il sent quelque chose. La nuit, vous gardez votre pistolet à portée de main. Vous ne savez pas encore si l'intrus est hostile, mais vous ne voulez pas prendre de risques. La ville vous paraît hostile, vous avez l'impression qu'elle vous repousse. Votre chien est toujours inquiet, il sait quelque chose. Vous en êtes sûr, il essaie de vous le dire. Un bruit de conserve qui tombe, vous êtes réveillé. Votre chien aboie et gémit, il est là. Vous avez installé un système d'alarme simple, un fil relié à des boîtes de conserve. Avec votre pistolet, vous vous ruez à la fenêtre, juste à temps pour apercevoir une silhouette s'enfuir dans l'obscurité. Au loin, un sifflement retentit. Votre chien se dresse, il fait 2 pas. Il hésite clairement à suivre cet homme. L'intrus veut voler votre chien, c'est maintenant clair. Il veut vous enlever votre seule raison de vivre. Plusieurs heures passent. Vous avez mal au bras, le temps dehors est abominable. Vous faites un état des lieux et vous vous rendez compte que vous êtes bientôt à court de compresses. Il devrait en rester un stock à la pharmacie. Un horrible pressentiment vous envahit. Passez un manteau, partez avec votre chien, votre pistolet. Vous courez comme un dératé, les rues défilent. Les bâtiments de votre ville sont sinistres dans cette obscurité. Devant la pharmacie, des traces de pas. L'intrus est passé par là. Vous entrez à l'intérieur. L'intrus s'est servi abondamment. Il sait que vous êtes infecté. Il veut vous priver de médicaments. Il vous use. Il veut vous tuer à petit feu. Un sifflement lointain, puissant. C'est lui. Cette fois-ci, votre chien bondit hors de la pharmacie. Il disparaît. Vous vous ruez à sa poursuite. Vous ne pouvez pas le perdre. Pas votre chien, c'est tout ce qu'il vous reste. Vous en avez maintenant la confirmation. L'intrus est votre ennemi. C'est sûrement un sadique. Le message, le clou, les médicaments, la pharmacie, le chien. Il joue avec vous. Il va revenir finir le travail, c'est sûr. Vous devez vous préparer.
Le chalet est devenu votre forteresse, votre sanctuaire. Vous vous préparez à la confrontation, inévitable. Le stress est permanent, vous fermez à peine les yeux, vous sursautez au moindre bruit. Il peut revenir à tout moment. Tant que vous êtes debout, il ne pourra pas vous avoir. Vous ne sentez plus votre bras. Vous avez installé d'autres pièges derrière les fenêtres, à la porte, d'autres barricades. Vous avez attaché des conserves partout. S'il vient, il fera du bruit. Vous répétez des gestes de défense. Vous avez préparé des couteaux que vous avez attachés à des bouts de bois pour faire des lances. Vous connaissez le moindre bruit de cette maison. Il ne pourra pas vous surprendre. Le bois craque. Vous attendez. Vous déplacez un meuble de 2 cm. Ça bouchera une ligne de tir. S'il ne vient pas dans les prochains jours, vous irez le traquer. Vous voyez double. Vous avez mal à la tête. Vous mangez à peine. Les conserves sont un peu gonflées, elles font exprès. Vous recomptez le nombre d'entrées du chalet. Porte, conserve, fenêtre. Porte, conserve, fenêtre. Si vous vous arrêtez, il arrive. Un tintement. Puis un deuxième, pas le même. Jamais le même. Quelque chose derrière la vitre qui bouge d'1 centimètre. Vous voyez une silhouette, vous hurlez, videz le chargeur. Vous vous ruez dehors, vos jambes vous lâchent. Vous tombez dans la neige. Vous voyez flou. Il est là, juste devant vous. Vous ne bougez plus.